effectivement, je suis Thomas Jean, directeur général adjoint d'UniAchat, en charge de la stratégie numérique UniAchat et CAIH. On voulait effectivement partager avec vous aujourd'hui finalement c'est quoi la réponse et le rôle d'une centrale d'achat vis-à-vis finalement de toutes ces menaces que vous avez évoquées. Vous êtes bien plus expert que moi. J'essaie de ne pas dire d'énormité. J'ai la chance justement, on a la chance de pouvoir en discuter avec Béatrice et Oriane qui sont aussi expertes et bien sûr Régis qui est l'acheteur à la CAIH. Moi, souvent, vous les connaissez mieux que moi, mais j'aime bien commencer par ces deux chiffres, en se disant finalement, c'est quoi ces deux chiffres, à quoi ça correspond. Je trouve que ça, entre guillemets, ça remet l'église au milieu du village. Encore une fois, c'est des choses que vous connaissez, mais finalement, quand on s'en rend compte, qu'en le disant, ça va mieux, 350 €, c'est quand même voilà le montant d'un dossier médical sur le Darknet. Et 4 milliards, c'est le nombre de cyberattaques qui sont attendues pendant les JO. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Les experts le disent et depuis quelques semaines. Et donc, ça monte très, très vite. Finalement, c'est une évolution aussi qui a été rapide dans le temps. Ce volume d'attaques et cette durée d'attaques qui sont de plus en plus courtes pour menacer nos établissements. Là aussi, sans redire des choses que vous connaissez, effectivement, quand on regarde le rapport de l'ANSSI de cette année, on voit que les attaques, notamment par rançon logiciel, ont augmenté de 30%. J'ai eu la chance, moi, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais dans mes précédentes fonctions, j'avais pu aller sur le site de Versailles le lendemain de l'attaque avec le ministre. Et en fait, on part souvent de cyberattaques sur quelque chose de technique, d'informatique, de très donné, mais il faut se rendre compte de l'impact que ça a sur le fonctionnement d'un hôpital. J'avais pu vraiment toucher du doigt en voyant la tête des gens pendant cette cellule de crise. C'était assez marquant. Et effectivement, là, l'enjeu, on voit bien aujourd'hui, au-delà du vol de données, hein, qui est un vrai problème, mais c'est vraiment la continuité d'activité et le pouvoir continuer à soigner les patients, qui est vraiment le rôle principal et forcément majeur d'un établissement de santé. Justement, ces cyberattaques ont été très médiatisées. Je pense qu'ils ont permis en fait d'augmenter le niveau de prise de conscience de cette menace, alors que vous connaissez, mais peut-être qui était moins bien pris en charge par les directeurs d'hôpitaux, par le gouvernement, par le ministère de la Santé. En tout cas, ça a permis de remonter ce sujet très haut. Il y a eu des premières choses qui avaient été faites avec France Relance, qui avait permis de financer beaucoup d'audits sur les établissements. Mais finalement, on s'était arrêté un peu au milieu du gué avec un constat qui était assez alarmant. Faut pas se leurrer sur le niveau de sécurité des établissements. Et donc, ce programme CARE qui permet effectivement, notamment au travers d'un domaine et d'un pilier, de financer via des appels à projets, espérer monter le niveau de résilience et de remédiation globale de l'ensemble des établissements, même si on sait que les subventions ne vont pas permettre de sécuriser l'ensemble des établissements. Nous, ce qu'on fait côté centrale d'achat et à la CIH, c'est vraiment de travailler aussi de concert, et ça, c'est vraiment une force qu'on veut faire. C'est-à-dire, nous, effectivement, on fait des marchés, on propose ça à nos adhérents, à nos établissements de santé. Mais là, ce qui était important, vu l'enjeu de cette menace, et notamment dans cette période pour les JO, c'était de travailler de concert avec les institutions. Et ça, c'est un travail qui a été fait au niveau des experts qui étaient, même si Guillaume Desrattes n'est plus à la CIH, qui avait travaillé avec la DNS et l'ANS, avec Régis notamment, pour en fait faire une adéquation entre nos marchés, ce qu'on propose, et finalement la manière dont a été construit le programme CARE. Là, j'ai remis quelques chiffres, mais Régis en parlera plus en détail de l'adéquation de nos marchés. C'est des choses qu'on a déjà sur la partie, effectivement, SOC managé, sur la partie AMOA SSI, avec tous les exercices de crise qui sont réalisés à travers ce marché qu'on est en train de renouveler, et bien sûr, tous les audits aussi qui sont financés. Il faut bien sûr se préparer, et ça, c'est un but effectivement essentiel. C'est aussi ce qu'on fait à travers notre marché de SOC Manager. Il le détaillera avec la partie EDR. Donc, c'est ça ce qu'on fait avec les appels à projets et en anticipation de ce qui va sortir dans le programme CARE. Et peut-être aussi anticiper. Ça, c'est peut-être des choses que vous connaissez moins.
ce qu'on a développé, et ça c'est dans l'autre centrale d'achat qui est UniAchat, c'est finalement le risque zéro, il n'existe pas, même si on sait qu'un établissement bien protégé, il va se remettre 8 fois plus vite qu'un établissement qui n'était pas bien protégé en termes de remédiation. On sait que quand on est attaqué, malheureusement, aujourd'hui, l'État ne finance pas, il n'y a pas une poche de financement pour aider les établissements. Ce qui s'est passé, c'est au bon vouloir des ARS à travers le FIR, le Fonds d'intervention régionale, qui a permis d'aider les établissements. Mais de plus en plus, on voit que ce risque assurantiel cyber devient important, puisque au-delà de l'aspect finalement technique, il y a aussi toute la perte de trésorerie sur la perte d'activité d'une cyberattaque. Et là, nous, côté UniAchat, on a développé aussi une offre assurantielle qui se développe, mais qui nécessitait finalement déjà aussi une montée en charge, une montée en compétence de la résilience des établissements pour être un peu plus mature. Mais parce que aussi l'acte d'achat en lui-même, finalement, c'est se préparer à la menace. En fait, nous, on a signé, et on en est assez fiers à la CAIH et UniAchat, un partenariat avec le club RSSI. On a fait les premiers 1 an, on entame notre 2e année d'accompagnement de ce partenariat qui a permis de créer des choses qu'on veut développer avec nos différents partenaires. Et je vais laisser Béatrice vous en parler. Alors, déjà, une petite parenthèse, le club RSSI, donc c'est un club assez ancien, destiné donc au partage de retours d'expérience, au partage de bonnes pratiques et surtout d'échanges entre collègues, entre RSSI d'établissements publics de santé. Donc aujourd'hui, on est 93 et avec une bonne couverture sur l'ensemble du territoire. Donc, en effet, fort de nos expériences et cette couverture territoriale, c'est naturellement ou pas, j'en sais rien, que la CAIH s'est tournée vers nous pour parler de la relation fournisseur. Alors, pourquoi? Là, vous avez une petite cartographie, non exhaustive certainement, des référentiels ou textes qui traitent de la sécurité des systèmes d'information. On l'avait établi avec quelques collègues à un moment donné quand il était question de « dites-nous-le qu'une fois ». Voilà, dans le cadre de ce projet-là. Et donc, on se rend compte que finalement, tous ces référentiels-là, c'est énorme. Et pour les établissements, c'est très, très compliqué de s'y retrouver. Alors, pour les établissements qui sont dans le domaine et dans le contexte. Donc, vous n'imaginez pas pour les fournisseurs ce que ça peut être, parce qu'effectivement, une partie de ces référentiels les implique directement sur certaines mesures. Et d'ailleurs, oui, j'ai relevé même sur un de ces référentiels dans le guide d'hygiène que finalement, le fournisseur, au départ, c'est bien, c'est un partenaire, mais il est dit plus loin qu'il ne faut surtout pas lui faire confiance. Donc fort de ce constat-là, donc il y a des exigences directes qui adressent les fournisseurs et il y a des exigences moins indirectes. Comment vous voulez faire une analyse de risque et mettre en place un plan de remédiation si vous n'embarquez pas les fournisseurs pour qu'ils vous aident, par exemple, à corriger leur vulnérabilité? C'est impossible. Donc, ils sont vraiment impliqués avec nous sur tous ces textes-là. Donc, pour nous, c'est pas simple, mais pour eux, c'est pas simple non plus, voire pire, parce qu'ils n'adressent pas forcément que le monde de la santé. Donc, c'est pour ça que si on arrive après coup, si on commence à travailler avec eux et qu'on leur sort des textes au fil de l'eau, eh bien, les relations peuvent devenir très, très complexes. Alors que finalement, eh bien, on devrait arriver à travailler ensemble pour rendre le service en termes de système d'information et un système d'information sécurisé. Et donc là, le meilleur moyen pour améliorer la gestion donc de la relation commerciale et de la relation fournisseur, c'est que les règles soient très très claires. C'est un contrat. Et c'est que les règles soient très très claires dès le début, dès la mise en relation. C'est pour ça qu'on l'a entendu dans les différents témoignages, beaucoup d'établissements ont leur closier, mais leur closier établissement. Et on consomme par ailleurs beaucoup au niveau des centrales d'achat. C'est pour ça que la CAIH, UniAchat, donc, se sont rapprochés du club RSSI pour dire, eh bien, écoutez, mettez-vous ensemble, donnez-nous un closier d'exigence de sécurité qu'on sera en mesure de mettre dans nos appels d'offres. Donc, bien, on s'y est attelé.
Et puis finalement, on a eu une première version l'année dernière de ce closier-là, qui adresse un certain nombre de domaines classiques et qui gère aussi des domaines particuliers, des domaines spécifiques. On adresse les dispositifs médicaux, on adresse les équipements mobiles, on adresse l'hébergement, on adresse les services d'administration qui sont faits dans nos établissements, enfin un certain nombre de thématiques. Et on arrive à 118 exigences. Bon, ça va, Marcella, elle est à 150, je crois. Donc, finalement, c'est pas mal. Et donc vraiment un travail collaboratif, puisque ça a été travaillé, du moins cette version 2024 a été travaillée avec l'association du club des DPO et puis l'association française des ingénieurs biomédicaux. Ça, c'était une bonne idée de Guillaume, Guillaume de Rath, à l'occasion d'une de nos réunions du club RSSI. À l'époque, il était RSSI d'un côté et acheteur de l'autre. Et il a dit, mais c'est trop compliqué pour ces fournisseurs d'avoir 25 closiers, mettons tout dans le même. Donc voilà, Guillaume, on y est allé. Voilà. Alors la version 2024, puisqu'en fait, donc on a signé ce partenariat avec la CAIH UniHA. Et le côté positif de la démarche, c'est que du coup, bon, eux s'engagent à utiliser le closier dans leur marché, mais nous, on s'engage à le revoir annuellement. Donc, il n'est pas parfait, il y a certainement des choses à revoir, mais on va le revoir de toute façon. On est à la deuxième itération et il n'y a aucune raison pour qu'on s'arrête. Donc déjà, par rapport à la dernière version, donc on se professionnalise, on a une charte graphique maintenant. En fait, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus attractif et un peu plus sympa. C'est vrai que, voilà, on vient de la technique, on fait de la sécurité, c'est des choses sérieuses, donc on rigole pas et on met pas trop de couleurs. Donc là, on s'est dit, allez, soyons fous, un peu d'excentricité. Voilà, donc cette charte graphique, un groupe de travail élargi, donc avec l'association des DPO hospitaliers et la FIB. Donc merci beaucoup à ces associations, c'était très très enrichissant. Et on va continuer, enfin s'ils sont d'accord, dans cette voie-là. Et donc du coup, bien évidemment, on a intégré toutes les clauses RGPD nécessaires, donc requises aux fournisseurs. Comme ça, il a tout ça dans un même document. Et puis, les clauses spécifiques des dispositifs médicaux. Sans dévoiler un autre sujet de la psy, je suppose que Sandrine Roussel vous parlera du questionnaire biomédical qu'ils ont établi. Mais on a essayé de faire ressortir de ce questionnaire-là des choses qui pouvaient être imposées aux fournisseurs, qui ne dépendaient pas forcément de la construction du dispositif. Donc, on a trouvé ce compromis dans cette version 2024. Là, maintenant, ce que l'on souhaite, c'est une diffusion très, très large de ce closier, un partage. C'est pour ça qu'on l'a mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent sur le site web du Club RSSI Santé. En fait, l'idée, c'est que les fournisseurs ne soient pas surpris le jour où ils auront à répondre à un appel d'offres qui comportera des exigences de sécurité et donc qu'ils s'inspirent dès à présent de ce qui leur sera demandé. Poursuivre la dynamique d'actualisation engagée donc, avec la FIB et le club des DPO, parce qu'effectivement, rien n'est gravé dans le marbre. Ce closier, c'est effectivement issu des textes, mais de nos expériences individuelles. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'en ait pas d'autres, puisque les cyberattaques ne vont pas s'arrêter, normalement, pas tout de suite. Voilà. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est d'initier d'autres démarches et d'autres projets de mutualisation. C'est vrai que dans tous les programmes qu'on a vus, c'est très très bien. On a des financements pour faire des choses, mais il y a certainement des points qui peuvent être mutualisés et travaillés ensemble. Bon, c'est juste une piste, mais dans nos analyses de risque, est-ce que les scénarios opérationnels, par exemple, pourraient pas se ressembler d'un établissement à un autre, une attaque de ferme RDS, bon. Ça doit être à peu près similaire d'un établissement à l'autre, la corruption d'un Active Directory aussi. Donc, il y a certainement plein d'autres démarches que l'on pourrait travailler de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Et effectivement, je trouve que c'est hyper important pour nous de dire c'est pas un closier qui a été fait pour les acheteurs d'UniHA et de CAIH. C'est un closier qui est fait pour l'ensemble des acheteurs du public. On est des opérateurs publics.
on est plutôt fiers de ce closier et du résultat qui a été fait. Et il faut le diffuser le plus largement. Si tous les acheteurs dans les établissements, les autres centrales l'utilisent, tant mieux. C'est fait pour ça. Et je trouve d'avoir ça et de peut-être demain que ce soit labellisé par nos amis de la DNS ou de la NS, pourquoi pas. C'est une nouvelle arme, en fait, je trouve, dans un plan global contre les cybermenaces. Et du coup, il faut vraiment le diffuser. Et voilà, on a le lien sur le site. Il est publiquement disponible. Et voilà, il faut s'en saisir. Et maintenant, je laisse la parole du coup à Oriane et Régis qui vont parler un peu plus précisément de notre réponse par rapport au programme CARE. Juste, je voulais confirmer, Béatrice, que le changement de charte graphique, ça change tout quand même de la V1 à la V2. Celui de l'année dernière était quand même un peu moins touchy, on va dire, un peu moins glamour. Et puis, je pense qu'il y a des fournisseurs ici dans la salle qui sont ou qui vont répondre à des appels d'offres. J'espère qu'ils ont bien écouté ce que tu as dit. Parce que s'il y a des questions qui sont posées sur la plateforme, j'y répondrai pas. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure en conférence d'intro, le programme CARE est à l'écoute des réglementations. Nous, on essaye d'être à l'écoute du programme CARE. On l'a fait et l'ANS est venue nous voir pour discuter de ce sujet-là, nous, les centrales d'achat, avec Guillaume qui était présent. Et donc, on a travaillé sur plusieurs réponses. Nous, on n'a pas la prétention de dire que tous les marchés qu'on a et tous les marchés qu'on a aujourd'hui dans notre arsenal peuvent répondre à toutes les directions qui ont été prises. Mais voilà, on a quand même regardé on a regardé la fusée et on voit qu'à tous les étages de la fusée, finalement, on a pu répondre à certaines choses passées qui se sont déroulées et on pourrait répondre à des choses futures sans évidemment anticiper les spécifications et les cahiers des charges que l'ANS va produire prochainement. Alors, on parlait de rétex. Vincent Trelli disait on veut absolument des rétex. C'est ce qu'on a voulu proposer au travers du témoignage d'Oriane, savoir comment elle a réagi sur axe 1, axe 2, axe 3, et puis voir aussi les perspectives. Oriane. Je vous propose qu'on passe rapidement sur la description des 4 axes du programme CARE qu'Élodie nous a décrit tout à l'heure. Pardon. Pour tout de suite se focaliser sur le premier axe qui traitait de la gouvernance et de la résilience. Et donc, le premier point concerne donc les exercices de crise. L'ensemble des agences régionales de santé ont reçu une enveloppe budgétaire pour accompagner la réalisation des premiers exercices de crise cyber. En Pays de la Loire, l'Agence régionale de santé nous a délégué cette enveloppe afin d'accompagner l'ensemble des établissements qui le souhaitaient à la réalisation de leur premier exercice de crise. Donc c'est vrai que de nombreuses régions et de nombreux établissements se sont trouvés sur une période de temps extrêmement restreinte à souhaiter mettre en place ces exercices de crise. Donc on a eu un réel enjeu finalement de disponibilité de nos prestataires à devoir traiter. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu recours au marché AMOA SSI, qui était donc prêt à faire feu pour ce qui nous concerne. Et on avait un réel enjeu aussi de pouvoir industrialiser la réalisation de ces exercices, de telle sorte à ce que les évaluations de l'ensemble de nos établissements soient relativement homogènes les unes avec les autres, et de pouvoir aussi apporter des éléments de contextualisation liés à notre région, ce qui nous a permis de caler en amont les éléments de langage avec nos prestataires, mais également de pouvoir s'assurer d'avoir une souplesse autour de ce marché qui nous a permis d'être aussi là en adaptation des chronogrammes, puisque donc les kits étaient disponibles sur le site de l'ANS. Mais on a vu que pour certains types d'activités, notamment le SSR ou la psychiatrie, il était nécessaire d'apporter un petit peu d'adaptation, ce qu'on a pu faire au travers de ce marché, mais également aussi de co-construire avec nos structures en région un chronogramme adapté à de l'activité de type hospitalisation à domicile, pour là être plus en phase avec leurs activités et accroître le côté immersif de ces exercices de crise.
Enfin, on a pu jusqu'à maintenant organiser 89 exercices de crise qui correspondent à 78% de nos établissements. On en a encore entre 10 et 20 qui sont planifiés d'ici la fin de l'année avant d'ouvrir l'accompagnement auprès des structures médico-sociales à partir du second semestre. Donc pour nous, ça a été un réel intérêt de pouvoir recourir à ce type de marché. Ouais, alors on a fait un petit bilan depuis 2023 et pour le début 2024 du nombre d'exercices de crise réalisés dans le cadre de cet appel d'offres-là, de ce marché-là. C'est un peu moins de 800. Donc je ne connais pas les chiffres totaux de l'ANS, mais en tout cas, ça a explosé en fait. 2023 et début 2024, on a eu énormément. Alors beaucoup d'exercices de crise débutants. Mais je pense que ça va évoluer. D'ailleurs, dans le prochain marché qui est en cours de publication, on va forfaitiser tout ça et on va essayer d'optimiser la réponse pour qu'elle soit encore plus simple d'usage. Alors, les prochains axes concernent donc les ressources humaines, la mutualisation, notamment autour des compétences disponibles. On a eu un réel enjeu en Pays de la Loire et un souhait particulier de l'Agence régionale de santé de pouvoir accompagner les structures médico-sociales qui étaient peu dotées en ressources numériques et notamment de pouvoir les accompagner sur les enjeux de cybersécurité en créant un centre de ressources dédié. Donc là aussi, on a pu s'appuyer sur le marché AMOA SSI pour pouvoir construire un catalogue d'accompagnement adapté aux besoins de ces structures peu matures sur les enjeux cybersécurité et avec peu de temps et de compétences disponibles. Donc en s'appuyant donc sur un partenaire qui avait déjà de l'expérience, notamment sur le secteur des TPE-PME, qui est pas très loin en termes de niveau de maturité de nos structures médico-sociales, et donc qui nous a permis de mettre en place ce catalogue avec des accompagnements divers, notamment des diagnostics à la fois organisationnels et techniques, mais également des diagnostics autour des équipements de sécurité, de pouvoir les aider à mettre en place ou mettre à jour des cartographies de leur système d'information, regarder les configurations de leur messagerie, les aider à mettre en place correctement leur sauvegarde, les aider à préparer des tests de restauration, par exemple, et également de pouvoir opérer des diagnostics autour de leur Active Directory. Donc l'idée, là, ça a été vraiment d'avoir de la co-construction. Donc de la même manière que pour les exercices, on a pu avoir cette souplesse permise par le marché, de pouvoir adapter en fonction des besoins et des retours de nos établissements, mais également d'être en phase avec les guides, notamment donc le guide cyber ESMS, mais également de suivre l'avancée du programme CARE et les différentes priorités qui leur étaient données. Le deuxième point autour des compétences, c'est plutôt autour des formations. Donc, on délivre plusieurs types de formations dans le cadre de notre centre de ressources régional. Et une en particulier que l'on a co-construite à la demande d'un adhérent qui est en train d'essayer de s'échapper, donc le GHT 85, et qui a souhaité former ses équipes IT à la détection et à la réaction face à un rançongiciel. Donc là, on a pu également s'appuyer sur le marché AMOA SSI et co-construire avec notre adhérent dans une dimension régionale, de telle sorte à ce que ça puisse bénéficier à l'ensemble des structures de la région. Donc Paris plutôt gagné, puisque aujourd'hui on a 250 personnels des équipes IT de la région qui ont pu être formés grâce à cette formation d'une demi-journée. Et on en a encore une soixantaine qui vont être formés d'ici la fin de l'année en fonction des demandes. Et cela a pu être mis en place grâce au volet numérique du Ségur. Et enfin, donc sur le troisième axe, qui est plutôt dédié à la sensibilisation, on a un panel d'outils régionaux autour de cette sensibilisation. Donc, il y a quelques années, on vous avait présenté l'Escape Game qu'on a pu mettre en place. Donc là, avec l'appui également du marché AMOA SSI. Aujourd'hui, on a plus de 1700 personnes en région qui ont été sensibilisées grâce à cet outil, et plusieurs autres régions ont pu mettre en place des petits frères de cet Escape Game dans chacun de leur territoire. Et on s'est également appuyé sur le marché donc ex-Elodie et aujourd'hui Salomé, qui propose des solutions un peu sur étagère et avec des partenaires qui peuvent proposer des offres adaptées à des échelles régionales et notamment aux groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. Et c'est notamment au travers de ce marché qu'on a pu acquérir de notre solution de
de e-learning et de campagne de faux phishing, qui permet de proposer 2 types d'accompagnement à nos adhérents, soit d'être autonomes et de pouvoir délivrer leur campagne au moment où ils le souhaitent et la typologie qu'ils souhaitent, ou bien en mode opéré grâce à un programme annuel de sensibilisation mélangeant des campagnes de e-learning et de faux phishing avec des contenus qui sont régulièrement mis à jour par l'éditeur et adaptés à l'actualité, notamment au travers des JO et aujourd'hui de la création de contenu autour des professionnels de santé libéraux qu'on va pouvoir adresser au travers de cette plateforme. Oui, alors je ne vais pas parler du marché AMO-SSI parce qu'on a déjà parlé, mais par contre sur le marché ex-Elodie et Salomé, moi ce que j'aime beaucoup dans ce marché, c'est qu'il y a de la souplesse, et surtout avec certains éditeurs, parce que souvent on tape sur les éditeurs, mais il y en a certains qui sont extrêmement ouverts, très agiles, et qui sont prêts à adapter leur modèle économique pour s'adapter au secteur santé. Alors, j'aime pas citer les éditeurs, mais ils sont pas là en plus. C'est Concio, et Concio, quand on leur a parlé, quand je leur ai parlé, je leur ai dit il faut une offre pour les grades. C'est obligatoire d'avoir un modèle économique tarifaire pour les grades. On aurait pu avoir un éditeur qui nous dise bon, peu importe, nous on peut pas changer de modèle. Là, ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui, on voit que Concio, ils sont présents quasiment partout. Parce que leur modèle fonctionne bien et plaît. Donc c'est quand même la puissance de ce marché, c'est de pouvoir travailler en direct avec l'éditeur et de lui dire essayez de changer un peu votre modèle. Il y en a certains qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Bon voilà, c'est comme ça. Du coup, sur le reste du programme CARE, alors on a essayé de s'adapter rapidement parce que ce matin il y a eu des petits changements par rapport à ce qu'on savait. Donc peut-être qu'il y a dans les slides présentés des petites erreurs. Elodie, tu m'en voudras pas. J'ai essayé de modifier au maximum, mais c'était compliqué. On va revenir un par un sur les différents volets. On va les appeler comme ça et dire grosso modo comment on y répond. Sur le volet 1, là pour le coup, c'est quelque chose qui est acté. Je précise, ce qui va être dit sur la suite des opérations, ça répond pas forcément à tout, on connaît pas le contenu, on attend impatiemment les éléments qui nous seront transmis. Mais sur le volet 1, ce qu'on peut dire, c'est que on a présenté une offre au travers de notre titulaire du marché SOC qui permet à nos adhérents de dire, voilà, pour la partie AD et pour la partie exposition surface d'attaque, on va être accompagné de bout en bout, faire du scan et faire de l'accompagnement. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Guillaume pendant toute la fin de l'année 2023. Ça, oui, c'est ça, 2023. Mais on a essayé aussi de trouver d'autres éléments. On a un marché aujourd'hui qui permet de travailler sur les technos Microsoft. La convergence des AD, elle a été extrêmement utilisée. Enfin, il y a eu beaucoup de projets. J'ai acheté. Et donc ce marché de prestat Microsoft, il existe et il a permis de répondre à des enjeux autour de ça. Et puis je reviens sur le marché Salomé, où là aussi on a encore eu des exemples où on nous a demandé, pour les établissements qui voulaient pas forcément et qui veulent pas forcément travailler avec le SOC, avec le titulaire du marché SOC, une réponse alternative. Je veux travailler avec cet éditeur, je l'ai poké, je l'ai choisi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Donc on en a référencé 2 pour l'instant, c'est Uncovery et c'est Patrol. Ils ont été assez ouverts pour essayer de travailler sur des modèles différents. En tout cas, il y en a un des 2 qui a fait un effort considérable pour s'adapter au grade. Donc celui-là, je pense qu'il devrait suivre le même chemin de Concio. Et puis c'est Béatrice hier qui me disait mais oui, mais on a aussi l'accompagnement des établissements pour le pilotage du programme CARE, et Tennessee fait partie du marché, et Tennessee est capable de vous aider et de trouver, enfin en tout cas de vous accompagner sur le pilotage interne. Tennessee, pas Williams. Voilà, donc on passe maintenant sur les choses qui sont en attente des spécifications. Et vous voyez, c'est bien écrit en rouge, il n'y a absolument rien d'acté, et on fait que du prévisionnel à la CIH. Bon, on revient pas sur les objectifs qui ont été décrits ce matin. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut amener, c'est qu'aujourd'hui, on a le futur marché d'AMO qui sera présent et qui pourra permettre de rédiger les procédures de sauvegarde, notamment.
Et on a lancé l'année dernière un marché d'hébergement avec un volet très souverain. Alors, non, pas souverain, parce que j'aime pas ce mot, très confiance, très cloud de confiance. Ce marché dispose d'énormément d'unités d'œuvre autour de la sauvegarde, du PRA, d'unités d'œuvre techniques et qui pourrait bien, je dis pourrait, répondre à certaines exigences. Sur le troisième volet, alors celui-là, je vais regarder là parce que c'est trop petit pour mes yeux de quinquagénaire. Sur les autres domaines, oui, là ça a changé puisque ce matin on a appris qu'il y avait un domaine sur la sécurisation des accès et un autre domaine sur les postes de travail. Les postes de travail, tout le monde le sait ici, on a le marché avec le DR Manager, donc il est exploité, utilisé avec un service en 24/7, supervisé. Alors, il est fait pour répondre à la masse. C'est vrai que des fois, pour un sujet particulier, il peut ne pas forcément rentrer dans les couloirs, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et aujourd'hui, il représente plus de 300 000 endpoints. Donc si jamais vous avez envie de discuter de ce sujet-là, je pourrais vous donner plein d'éléments, ça peut vous aider peut-être. Et au travers du marché Salomé, on a aujourd'hui des solutions de référencement, des solutions référencées qui vont traiter du Bastion par exemple ou du MFA. En tout cas, on a des sujets qui sont portés dans ce marché. Et puis enfin, le dernier, alors je l'ai appelé plus, parce que on ne peut pas l'appeler autrement. On n'a pas parlé ce matin d'HospiConnect, mais c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, depuis une semaine, un marché est publié sur la plateforme des achats de l'État de sécurisation des accès et des identités. Alors, plus exactement, acquisition, intégration et maintenance. On a construit ce marché, on a essayé de se coller au maximum à l'ensemble des unités et à l'ensemble des exigences du référentiel d'identification électronique. Donc c'est un marché d'unités d'œuvre techniques, c'est vraiment un marché hyper technique qui va permettre d'aller un peu plus loin que ce qu'exige HospiConnect notamment. Je pense notamment à deux éléments. Le premier, c'est la partie fédération d'identité, et le fait de HospiConnect demande que la fédération s'interconnecte avec le DPI et ProSanté Connect. On va plus loin, on propose des UO pour aller rajouter d'autres briques du GHT qui seraient évidemment qui pourraient rentrer dans cet élément-là. Et puis le deuxième élément, ça tourne autour du MFA. Sur le MFA, l'exigence d'HospiConnect, c'est d'utiliser le MFA validé par l'ANS et de préparer les procédures de gestion. Mais on a des unités d'œuvre qui vont permettre d'accompagner les établissements dans le déploiement complet du MFA dans l'ensemble des services en fournissant des logiciels ou du personnel qualifié. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour César. Bonjour. Donc cette question c'est plutôt pour Thomas parce que c'est super. Il y a vraiment l'initiative UniHA-CIH d'être mécène sur la création d'un closier. En revanche, la force de la plus grande centrale dans le domaine de la santé, c'est aussi d'intégrer ce closier et de l'intégrer de façon obligatoire sur les critères essentiels. Et ma question est de savoir si aujourd'hui, dans les filières SDN UniHA, donc toute l'informatique d'UniHA, on va dire Corp, et y compris sur les filières non cyber de la CIH, ce closier est intégré et si progressivement, dans la stratégie de la centrale d'achat, les prérequis sécuritaires essentiels seront des exigences. Merci Guillaume pour cette belle question. Effectivement, l'enjeu de toute façon de la sécurité numérique, on voit qu'elle devient transfilière par rapport aux organisations décentrales, ça c'est sûr. Par exemple, UniHA a créé un nouveau pôle, Unibiotech, qui réunit la filière biomédicale, la filière biologie et justement la filière santé digitale numérique. Et en fait, on doit s'en emparer. Alors si il commence, je pense qu'on est vraiment au début, c'est pas assez bien fait, ça c'est clair. Ça fait partie d'ailleurs des objectifs que j'ai donné à Régis de diffuser la bonne parole dans nos deux entités. Je pense qu'il y a un enjeu hyper important, c'est-à-dire que justement ce closier ne s'arrête pas au seul acheteur informatique, IT, et que ça soit diffusé très très largement. Et on voit bien que les enjeux de la sécurité dépassent largement la partie santé et IT qui existe aujourd'hui. Et donc c'est devant nous, et je pense que nous on a un gros travail à faire dans la centrale et aussi
aussi d'évangéliser l'utilisation de ce closier pour l'ensemble des achats. Merci Oriane, merci Régis, merci Thomas, merci Béatrice.